Bonsoir à tous. Nous sommes dans le cadre des élections départementales des 20 et 27 juin. Nous partons ce soir du côté de Capesterre-Belle-Eau, canton numéro 7, un canton assez vaste puisqu'il ne comprend que la commune de Capesterre-Belle-Eau. Ce soir, en plateau avec moi, Sophie Darcy, qui est enseignante, professeure des écoles. Elle n'a pas de parti politique. Elle a débuté sur la liste de Camille Edouard pour les élections municipales de 2020. Camille Edouard, lui, est cadre territorial. Il a fait ses débuts en politique en 1976 en tant que communiste, jeune communiste. À l'époque, il était aux côtés de Paul Lacavé. Et puis ensuite, il a poursuivi avec Alain Lacavé. Il a eu un parcours avec Alain Lacavé sur différentes élections. Et plus récemment, il a participé aux élections législatives. Et ensuite, en 2020, il a été tête de liste pour les municipales. Voilà pour une présentation très succincte de nos invités. Maintenant, nous passons à cet échange avec vous. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, Madame Brosselet. Je débuterai avec vous, Madame Darcy. Donc, pas de parti politique. Vous avez débuté en 2020 avec les municipales. Alors, vous n'êtes pas communiste, vous êtes aux côtés d'un communiste et communiste depuis le début, communiste dans l'âme, on dit. Pourquoi avoir choisi Camille Edouard? Pourquoi avoir décidé de franchir le pas avec Monsieur Edouard? Alors, je vais d'abord parler en fait de mes motivations et j'en arriverai à expliquer ma participation à ces élections aux côtés de Camille Edouard. En fait, je suis enseignante en maternelle et je travaille quotidiennement, je dirais, avec des enfants de 3 ans. Et lorsque je constate les problèmes auxquels nous sommes confrontés, je suis préoccupée par leur avenir et par l'héritage que nous allons leur laisser. Ensuite, pour expliquer maintenant ma participation aux côtés de Camille Edouard, c'est vrai, je suis une simple citoyenne, je n'ai pas de parti politique. C'est vrai que je suis restée pendant un certain temps observatrice de ce qui se faisait. Et l'année dernière, lorsque Camille Edouard est venu me solliciter, lorsqu'il m'a présenté son projet, il souhaitait en fait faire une liste citoyenne. Donc, à ce moment-là, j'ai accepté sans hésitation, j'ai accepté de sortir de ma réserve justement et d'apporter ma contribution, m'engager et apporter mes compétences au service de mes concitoyens. Ensuite, autre raison de ma motivation, je dirais, je considère que le citoyen, il doit participer au débat, il doit faire entendre sa voix et il ne faut plus que la politique soit juste un domaine réservé à un petit nombre de personnes. C'est d'ailleurs pour ça que Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la politique est réservée à un petit nombre de personnes? Lorsqu'on voit notamment sur cette élection le nombre de binômes. Mais on sent quand même qu'il y a une volonté justement de changer les choses. Il y a une volonté pour que le citoyen puisse s'engager. Et justement, je pense que c'est une bonne chose. Parce que quand je vous disais tout à l'heure on a l'impression que c'est réservé à un petit nombre de personnes, c'est-à-dire qu'il y a quand même, depuis un certain nombre d'années, il y a quand même pas mal de personnes qui sont présentes depuis un certain temps sur la scène politique. Et donc, on entend parler quand même assez souvent de ces personnes-là. Et donc moi, je pense qu'il faut justement renouveler cette classe politique parce que lorsqu'on regarde les résultats de leur action, pour certains, ils sont cumulards de postes électifs, eh bien, on ne voit pas véritablement les effets de leur action. Donc, voilà un petit peu les raisons de ma participation à ces élections.
Donc, vous voulez faire en sorte que plus de personnes puissent, on dira, embrasser la chose politique. Oui, bien sûr, parce que tout est politique lorsqu'on regarde bien, parce que effectivement, il faut que le citoyen qu'il ait son mot à dire, parce que lorsque l'on... Mais est-ce que par le vote, le citoyen ne dit pas ce qu'il souhaite? Le vote, n'est-ce pas un moyen pour c'est une façon de s'exprimer, mais il faut aussi que d'autres personnes, que les personnes se sentent quand même un peu plus impliquées et qu'elles n'hésitent pas justement à prendre leur part et à dire ce qu'elles ont à dire. Ouais. Alors, est-ce qu'on est vraiment entendu au niveau des instances dire ce qu'on a à dire pour quelle résonance? C'est pour ça qu'il faut que ces citoyens agissent. Ouais. Bon, je passe la parole à Camille Edouard. Oui, si vous voulez réagir un petit peu sur ce que je viens de dire. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle, justement, il ne faut pas que les citoyens passent uniquement le bulletin de vote. Il faut également qu'ils s'engagent concrètement dans l'action. Et c'est ce qu'a fait Sophie en s'engageant déjà pour les municipales, mais elle était déjà quand même engagée, puisque même avant les municipales, elle avait mené une action dans son quartier sur le problème de l'eau. Donc, elle était engagée. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait que je me suis rapproché d'elle. Quand j'ai vu qu'une citoyenne qui prenait l'engagement dans son quartier, je me suis dit, mais c'est formidable ça. Et ça m'a rapproché d'elle. Camille Edouard, donc, elle vient dire, et je rebondis, que de toute façon, il faut s'engager en politique, il faut que le citoyen puisse s'investir, puisse faire entendre sa voix, il faut entendre d'autres sons de cloche, d'autres voix. Ça fait un moment que vous êtes en politique. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu jusqu'ici? Lorsqu'on voit, je prends un seul exemple, celui de mon parti, c'est l'exemple le plus criant. Depuis effectivement très longtemps, depuis à sa création, le Parti communiste disait qu'il fallait aller vers un statut d'autonomie pour le pays. Regardez, le temps s'est écoulé, un temps très long, et regardez aujourd'hui le résultat. C'est vrai que ça a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui, ça ne fait plus peur à la population. Les gens maintenant osent en parler, même ceux qui étaient contre, même ceux aujourd'hui qui mènent l'économie du pays en parlent. C'est vrai, chacun a sa manière de voir la chose, mais je veux dire, quand vous croyez à quelque chose, et que vous pensez que c'est bon pour le peuple, il ne faut jamais lâcher. Il faut y aller et convaincre pas à pas. Des fois, ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre toute une vie. La preuve. Il y en a d'autres qui se sont battus avant moi et qui ne verront jamais ça. Peut-être que je ne verrai pas ça. Mais aujourd'hui, la conscience du peuple, et c'est sur ça que nous travaillons, mais la conscience prend toujours beaucoup de temps. Alors aujourd'hui, on constate quand même que ce que vous disiez jadis a été repris par d'autres personnes. Et peut-être des personnes qui sont mieux entendues. Peut-être que eux, ils ont une pédagogie un peu différente parce que leur métier leur permet d'avoir des éléments que nous n'avions pas. Ça arrive et nous sommes contents, heureux de savoir que les choses avancent. Lorsque nous avançons une idée, c'est pas forcément pour nous personnellement, c'est pour le pays. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui prend l'idée et qui fait avancer l'idée, c'est ça, faire avancer les choses pour que le pays aille mieux. Donc, peu importe que ce soit nous ou d'autres, du moment que ça se fasse dans une idée bien noble. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, et le communisme fait recette. Et je partirai du côté de Cuba, où on voit que les deux piliers ont quand même passé le flambeau, alors notamment avec Fidel Castro qui est décédé, et puis son frère Raoul qui lui a passé la main aussi. Oui. Alors est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, de manière globale, vers la mort certaine du communisme? Bon, on est dans un débat pour les élections départementales. Mais j'aimerais bien planter le décor, puisque je vais arriver tout à l'heure aux propositions. Mais ce qui est important, c'est l'idée. Ce ne sont pas les personnes. Ce qui est important, c'est l'esprit. Ce ne sont pas les personnes en réalité. On est de passage sous terre. Mais si l'idée est là, fait son chemin, quelles que soient les personnes qui viennent après et qui prennent cette idée-là et qui encore améliorent cette idée pour arriver aux choses concrètes. Il y a encore des fleurons. Vous savez, ce qui est important, c'est pas d'être communiste. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'homme, la femme,
l'action qu'elle mène sur le terrain pour que ce peuple-là puisse grandir et pour éradiquer la pauvreté qui est dans notre pays. C'est ça qui est important. Alors, je terminerai vraiment, et c'est vrai que c'est un débat que je reprendrai avec vous parce que il peut être passionnant, mais est-ce que vous n'avez pas un petit pincement au cœur en vous disant que quelque part vous avez raté quelque chose, parce que on sait bien que il y a des années de cela, les communistes étaient c'était la référence en politique. Il y avait cet aspect formation qui était un aspect très fort, et aujourd'hui qu'on ne retrouve pas. Donc, est-ce que quelque part, vous qui êtes en politique depuis 1976, est-ce que vous n'êtes pas quelque part triste? Si, on est des humains, forcément, on est un peu triste. On aurait voulu que nos idées aillent plus loin. On aurait voulu que ce soit nous qui portions ces idées pour faire triompher le chemin de l'émancipation du peuple. Si, c'est normal qu'on soit triste. Mais être triste, est-ce que ça fait avancer les choses? Non. Au-delà de la tristesse, ce qui est important et qui nous tient encore dans ce combat-là, c'est le fait qu'on voit que le pays n'avance pas. Le pays recule malgré toutes les bonnes choses qu'on puisse faire ici et là. La question de la pauvreté, elle est là, elle s'agrandit. Donc forcément, ces idées que nous avions, et ça nous donne le courage encore de poursuivre en espérant effectivement que d'autres prennent ces idées-là, comme ça se passe aujourd'hui, et qu'on fasse triompher l'émancipation du peuple. Alors maintenant, que pensez-vous de ce canton? Vous l'avez sillonné, je suppose. Vous connaissez très bien la commune de Capesterre. Oui. Bello. Alors, votre vision? Alors, ma vision, en fait, du canton... Ou plutôt le constat sur ce canton. Alors, un constat qui, malheureusement, est triste. C'est-à-dire que nous sommes confrontés, bien sûr, à beaucoup de difficultés. L'exemple le plus criant, c'est celui de l'eau, bien sûr. Un constat aussi au niveau des infrastructures culturelles. Nous n'en avons pas. Donc voilà. Et puis aussi, donc je disais en termes d'infrastructures culturelles, et puis en termes de chômage aussi des jeunes. Voilà, donc un petit peu. Donc en fait, le constat, il est quand même déplorable. Voilà. Déplorable. Et pour vous, Camille Edouard? Mais je me partage un peu l'idée de Sophie. La question du patrimoine, elle m'en parlait encore ce matin. D'ailleurs, nous avons réalisé un reportage là-dessus que nous allons bientôt mettre en ligne sur ce patrimoine délaissé dans Capesterre. Mais ce qui me fait le plus de peine, et c'est sur ça que nous allons axer justement notre campagne et notre lutte, c'est la question de la pauvreté. Il faut aller voir dans les fins fonds de la commune. C'est vrai que notre population est beaucoup fière. Elle n'aime pas se dévoiler. Mais il faut aller voir l'augmentation de cette pauvreté dans notre commune et dans tout le pays, pas forcément uniquement Capesterre. La question du logement. Des fois, les gens habitent dans des logements vraiment insalubres. La question de la jeunesse dans la rue, qui n'a pas de perspective, sinon elle est obligée de s'exiler. Mais ça, c'est tout le pays, c'est pas que Capesterre qui est en face de ces problèmes. Mais Capesterre, c'est vrai, c'est là que nous habitons, nous voyons ici les pêcheurs. Le transport, sortir d'un bout pour aller dans le bout de Capesterre, non, des personnes âgées, face à cela, le problème de l'eau, qui n'ont pas d'eau, ces personnes âgées, c'est des problèmes cruciaux, des problèmes qui aujourd'hui n'ont pas vu de solution. Je ne dis pas que c'est avec une baguette magique qu'on va les résoudre, mais nous, dans ce stade-là, ça m'embrasse. Mais est-ce que vous avez été force de proposition? Vous avez dit, nous avons une vision, nous avons des idées. Madame Wasley, uniquement un sujet, la question de l'eau. Depuis 1993, nous avons exposé ce problème à Capesterre en faisant une proposition claire. Tout le monde peut retrouver cette proposition où nous proposons une structure unique de l'eau avec un prix unique, l'eau de qualité. 93, Madame Wasley. Regardez, en 2021, nous avons 2 SM aujourd'hui, un créé par le gouvernement, un créé par nos élus locaux. Nous, on laguait toujours et moun pas ni de l'eau. Un seul exemple. Qui a le dernier mot. Un seul exemple pour vous dire
même si vous parlez, même si vous criez des fois, c'est le nombre qui fait la force. C'est la capacité de résistance qui fait la force. Et ça, quelquefois, ça nous manque pour pouvoir faire changer les choses. Et même les élus, sur cette question-là, le problème de l'eau. Vous pouvez dire, Mme Brasselet, des élus qui ont fait crayon SMO, et à côté, le gouvernement avait d'autres élus qui ont fait un autre SMO pour prendre les pas si ça nous fait. Vous voyez pas, c'est un pays qui est à l'envers, où les choses ne marchent pas rond. Nous sommes véhiatifs sur cette question-là, parce que ce n'est pas une question qui est terminée, cette question-là. Puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas la création de ce syndicat-là qui va mettre de l'eau immédiatement dans les robinets. Ça va prendre beaucoup de temps. Hein. Il faut dire la vérité aux gens. Alors, parce qu'on ne prend pas la structure qui aurait vu le jour, on avait déjà annoncé que ça prendrait beaucoup de temps. Parce qu'on ne met pas les moyens en face. Et parce qu'on ne dit pas la vérité aux gens. Et où doit-on prendre ces moyens? Tout est question de négociation. Tout est question... Si vous avez un peuple derrière vous qui se bat, les moyens vont descendre. Le gouvernement qui a promu... Vous êtes en train de dire que nous avons un peuple béni, oui. Un peuple qui se bat, mais vous voyez bien entre les élus et le peuple, il y a un écart. D'ailleurs, ils ne font plus confiance aux élus. Le résultat est là, mais ils se battent tous les jours pour avoir de l'eau dans les robinets. C'est vrai qu'il y a des associations qui sont créées, mais si on n'arrive pas à trouver cette formule où le peuple s'associe avec les élus pour aller se battre devant le gouvernement français pour mettre sous la table les moyens, parce qu'ils sont aussi responsables de cette situation, mais on n'y arrivera jamais, Madame Brasselet. Et c'est ça qui manque à notre pays. Chacun fait ses affaires à côté. Et on essaie d'avancer, mais on n'avance pas, on recule. Alors, je vais arriver tout à l'heure avec vous sur ce que vous voulez faire concrètement pour ce canton, mais j'aimerais vous laisser une citation. Et vous me direz ce que vous en pensez. C'est Thomas Jefferson. Vous avez entendu parler de lui? Non? Non. Non, il a été homme d'État, homme politique, il a été président aussi. Et il est décédé en 1826. Alors, tenez-vous bien, regardez ce qu'il disait. Aucun honnête homme ne peut éprouver du plaisir à exercer un pouvoir sur ses concitoyens. Qu'en pensez-vous? Aucun honnête homme. Je ne suis pas d'accord. Allez-y. Je suis un honnête homme. Alors, je précise la chose. Faire de la politique, ce n'est pas la même chose que être élu. Je fais le distinguo. Je peux faire de la politique, je n'ai jamais encore été élu. Depuis tout jeune, je fais de la politique. Mais c'est dans le but d'être élu. Pas forcément. Vous avez des tas de gens qui ne sont jamais élus parce que ça ne les intéresse pas d'être élus, mais qui continuent à faire de la politique. J'ai des camarades communistes et ailleurs, dans d'autres partis, qui font de la politique, mais ça ne les intéresse pas d'être élus. Mais ils sont là. Mais pourquoi venir alors aux élections? Non, ils ne viennent pas aux élections, ces gens-là, ces militants. Ils ne viennent pas aux élections, mais ils font de la politique. Parce que les gens ont mis dans leur tête la politique, c'est aller aux élections. Et c'est ça une grande différence. Je ne suis pas... J'ai été aux élections municipales, mais je n'ai pas été élu. Ça m'empêche de faire de la politique? Pas du tout, au contraire. Je continue tous les jours à en faire. Mais vous pouvez être honnête à ce moment-là. Alors là, vous me parlez... À ce moment-là? Non, ce que vous me parlez, c'est que lorsque vous devenez un élu, est-ce que vous pouvez rester honnête? C'est peut-être ça la question. Alors, c'est pas une question, c'est la citation. C'est la citation. Ah, peut-être c'est ça qu'il voulait dire. Aucun honnête homme ne peut éprouver du plaisir à exercer un pouvoir sur ses concitoyens. Donc, il parle de l'élu, puisqu'il a un pouvoir. Aucun honnête. Voilà. Non, je pense que non. Je pense qu'on peut très bien rester honnête. Vous savez qu'est-ce qui change? Est-ce que ça se vérifie aujourd'hui? Oui, ça se vérifie. Très rare, mais ça se vérifie. Et vous savez pourquoi que les élus changent? Du moment que vous mettez dans votre tête qu'il faut que je sois réélu, à ce moment-là, les choses changent. Vous allez faire des choses, des fois bébelles, des fois des choses, distribuer des millions, et là, les choses commencent. Parce que vous oubliez un peu votre programme. Et vous allez faire des choses exprès pour que les gens puissent vous réélire. Et c'est là que les choses que vous commencez à changer et que l'honnêteté commence à ne plus être en vous. Mais si vous êtes quelqu'un où vous n'avez pas la question d'être élu demain ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est faire pour que ça puisse avancer, que la population souffre moins, sans regarder si vous êtes élu demain ou pas, vous allez rester honnête, Madame Brasselet. Et aussi, être honnête, c'est en soi.
aussi. Si vous voulez vraiment, vous avez une optique bien définie pour ce qu'est la politique, c'est exercer une mission et non pas un pouvoir, mais c'est une mission que vous faites pour le bien-être de votre population. L'honnêteté, vous pouvez le garder. Alors, J'y crois. la deuxième partie est vraiment bien et je vais arriver avec vous parce qu'il dit éprouver du plaisir à exercer un pouvoir sur ses concitoyens. On peut peut-être aller plus loin de cette citation. Oui. Un plaisir. Éprouver Oui. du plaisir. Alors, Ah, il dit aucun honnête homme ne peut éprouver du plaisir à exercer un pouvoir sur ses concitoyens. Qu'en pensez-vous? éprouver du plaisir sur Un pouvoir. donc éprouver du plaisir à exercer un pouvoir. Je pense que il n'y a pas de, on n'exerce pas vraiment de pouvoir en fait. C'est-à-dire que là, on n'est pas là pour imposer, voilà, les choses pour rabaisser l'autre, mais plutôt pour travailler, on va dire, pour collaborer plutôt avec l'autre et le traiter, on va dire, d'égal à égal et non pas exercer une espèce de pouvoir comme pour reprendre un petit peu la citation de Jefferson. Donc voilà un petit peu l'explication, en fait, à mon avis, que je pourrais donner à cette citation-là. Donc voilà. Ben, moi, si je peux rajouter quelque chose pouvez. dans ce que Sophie dit, qui est très juste. Quand vous considérez que vous êtes un élu, vous devez considérer que le pouvoir que vous avez, il doit être exercé de commun accord avec la population. À ce moment-là, vous mettez les conditions pour que cette population puisse exercer également son pouvoir, pour que vous ne puissiez pas le faire tout seul. Comme nous, dans notre proposition, c'est de mettre un conseil consultatif de citoyens qui va donner son avis. C'est de mettre en place le référendum sur les grands projets du pays. Comme ça, le citoyen, peut exercer ce pouvoir-là, lui. À ce moment-là, vous ne pouvez rester qu'honnête. Oui. Alors maintenant, nous arrivons à cette partie où vous pouvez afficher vos priorités pour ce canton, comme vous voulez. Alors, pour présenter un petit peu notre programme, nous avons défini, je dirais, un plan d'action que nous avons intitulé d'ailleurs « Barrer la route à la misère ». Alors, donc, nous avons décliné ce plan d'action à tous les niveaux de l'action départementale, c'est-à-dire de la petite enfance aux aînés, en passant par les collégiens, les jeunes, les personnes en situation de handicap, les personnes aussi en situation d'exclusion. Et donc, je ne vais pas bien sûr tout développer. Non, nous n'aurons pas le temps. Nous n'aurons pas le temps, ça c'est bien vrai. Mais je vais juste aborder quelques points qui me semblent importants. Par exemple, concernant les collèges, outre leur entretien, leur rénovation, leur équipement pour que nos enfants puissent travailler dans de bonnes conditions, nous voulons aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que la crise Covid a mis en évidence le fait que qu'il y avait des problèmes de décrochage scolaire. Et donc, nous avons pensé que pour apporter justement une première réponse à ce décrochage, qu'il faudrait aider les familles en difficulté en leur fournissant en outils informatiques ou en outils numériques. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, nous avons réfléchi, nous nous sommes dit que ce serait intéressant aussi de nommer au sein des collèges, de nommer des médiateurs dont le rôle serait d'accompagner justement ces enfants, ces élèves en situation de décrochage. Donc ça, c'est les quelques mesures que nous avons pensées. Ensuite, il y a une chose... Alors, on va passer à M. Camille Edouard. D'accord. Vous pouvez vous compléter. D'accord. Avant d'arriver à une autre phase qui sera la phase engagement pour chacun. D'accord. Alors, ce sont les priorités, vous dites? Oui. Sûr. Alors, ce qui nous tient à cœur,
et particulièrement moi, c'est la question de l'insertion. Nous sommes là dans une phase, puisque notre thème, Sophie l'a dit, c'est éradiquer cette pauvreté. Donc la question de l'insertion devient une question capitale. D'autant plus que, le plan départemental d'insertion, qui est un bon document réalisé par le conseil départemental, tout le monde a dit que nous ne pas faire rien. C'est pas vrai, madame. Nous pas dans conseil départemental produit un bon plan départemental d'insertion. Après, c'est question des moyens. Mais le plan là, il n'est pas mauvais. Nous disons... Il est bon ou il n'est pas mauvais? On peut faire mieux. Mais le travail déjà réalisé, on ne peut pas le mettre à la poubelle. Il faut dire les choses aussi. Il ne faut pas mentir à notre population. Par contre, ce que je dis, nous arrivons au terme de ce plan-là. Terminé en 2021. Donc, il faut faire le bilan de ce plan-là. Il faut nous faire. Deuxième chose, il faut mettre maintenant les moyens pour un nouveau plan départemental d'insertion qui réponde davantage aux problèmes du pays. Je m'engage, moi. C'est une priorité pour moi et pour notre équipe. Non seulement ça, en face de cela, il y a le fait que le gouvernement est en train, et d'ailleurs expérimente déjà, un service public de l'insertion. Et comment dire, les départements les font ça ensemble, mais risquent de lâcher le bébé pour le département. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait des élus qui soient vraiment conscients et qui travaillent terriblement sur cette question-là pour ne pas rater le coche. Donc là, on s'engage vraiment à faire en sorte, sur la question de l'insertion, on ne rate pas le coche et qu'on aille de l'avant et qu'on fasse des propositions concrètes pour sortir du pays dans cette pauvreté. Ça, c'est une chose. D'autant plus, autre information importante, c'est que la renaturalisation des RSA se profile. S'il se passe dans de bonnes conditions, tant mieux. L'État reprend la gestion des RSA. Ça permet au département de dégager près de 80 millions pour faire vraiment de l'insertion dans ce nouveau dispositif qu'il va mettre en place. C'est un combat avec le gouvernement pour arriver à ça. On s'engage aussi à se battre avec toute l'équipe qui sera élue au conseil départemental pour faire en sorte que ce dispositif, que les moyens financiers soient là et que ce nouveau plan d'insertion soit mis en œuvre pour répondre aux problèmes posés. Au conseil départemental, on dit que pour peser, il faut vraiment faire partie d'une majorité forte. Est-ce que vous aurez cet atout-là? Non, tout dépend de la force de persuasion de l'élu que vous êtes, même si vous êtes à l'opposition. Mais on ne parle même pas d'opposition maintenant. On dit que tout le monde est ensemble, tout le monde travaille en communauté. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que c'est vérifiable? Moi, je pense que lorsque vous êtes un élu, sur tous les sujets, vous devez intervenir avec la force qu'il faut parce que vous êtes les représentants du peuple. Et le peuple attend des voix nouvelles, attend des personnes qui se battent au quotidien et fortement. Nous sommes de cette catégorie d'élus-là. Nous veillons, parce qu'on y croit forcément à ça. Et c'est ça qui manque des fois. Se battre et jamais arrêter de se battre. Je voulais juste ajouter un point par rapport à ce que vient de dire... Un point. Oui, juste un point. Par rapport à ce que vient de dire Camille, quand vous avez parlé de est-ce qu'on aura suffisamment de poids. Après, il ne faut pas croire que nous sommes dans une posture d'opposition systématique. Nous ne sommes pas dans cette posture-là. Nous pensons que à partir du moment où les projets qui seront discutés, ce sera dans l'intérêt de la Guadeloupe, dans l'intérêt de la population, je ne vois pas pourquoi à ce moment-là, nous ne pourrions pas y adhérer, en fait. D'accord. Voilà. Maintenant, vous avez très, très peu de temps pour afficher un engagement que vous pouvez prendre et que vous pourrez tenir si vous êtes élu. Alors, un engagement pour vous, Sophie Darcy, un engagement. Oui, justement. Un point sur lequel je souhaiterais m'engager, c'est celui de la petite enfance. Parce qu'il faut que les parents puissent trouver des places en crèche ou dans des structures plus réduites, telles que des maisons d'assistantes maternelles, et que ce personnel soit correctement formé pour que les enfants aient toutes les chances de réussir. Et à ce stade, vous me permettez aussi quand même de m'adresser aux électeurs de la circonscription, du canton, pardon. Oui, juste très rapidement. Donc,
de m'adresser aux électeurs de la du canton et de leur dire qu'ils pourront compter sur ma détermination, sur notre détermination, sur notre entêtement pour faire avancer les projets du canton. Dès lors, comme je le disais, ces projets-là iront dans l'intérêt du canton. Voilà. Merci. Alors, rapidement. Ce n'est pas la conclusion, Madame Boissier. Si, c'est la conclusion. Oui. L'engagement, c'est la conclusion. D'accord. Ouais. Eh bien, être des conseillers différents, des conseillers qui vont porter des voix nouvelles et celles de la population qui va nous élire. Nous prenons l'engagement, et moi personnellement, je ne vais pas cumuler le mandat comme beaucoup d'entre eux. Un mandat suffit largement dans les conditions actuelles du pays. Je vais verser 25% de ma contribution, si je suis de mon indemnité, pour des œuvres qui luttent contre la pauvreté, parce que c'est ça mon dada, lutter contre cette pauvreté. Et ensuite, une action en faveur de la population, je pense à Cap Esterbello, les pêcheurs. Moderniser le lieu de vie de ces pêcheurs, l'outil, en collaboration parfaite entre le département et la région, faire en sorte que ces villages de pêcheurs puissent exister réellement avec des moyens. Par rapport à leur bateau, pour aller pêcher plus loin, la formation pour aider les jeunes à prendre ce chemin parce qu'il n'y en a plus de jeunes pêcheurs, très peu. Merci. Voilà notre engagement précis pour Cap Esterbello. Merci, madame, merci, monsieur, d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre régulièrement. Prochain rendez-vous, bien sûr, pour poursuivre sur ces élections départementales des 20 et 27 juin. Vous pouvez revoir cette émission demain à 9h30 et puis sur le Facebook et de Canal 10 et sur YouTube. Excellente soirée à tous.